Bonjour mesdames, messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Majuscule Propos. Eh bien aujourd'hui nous allons parler justice. La Cour d'assises de Paris a condamné en appel le Rwandais Dr Sosthène Munyemana à 24 ans de réclusion criminelle après l'avoir reconnu coupable de génocide commis contre les Tutsis, en particulier dans le secteur de Tumba, c'est dans le district de Huye au sud du Rwanda. Nous allons revenir sur ce procès et à la lumière de ce procès, nous allons parler de la poursuite des suspects génocidaires hors du Rwanda. Nous allons parler de la lutte contre l'idéologie du génocide, de la lutte contre le négationnisme du génocide qui malheureusement, 31 ans après les faits, continue de se manifester ici et là dans le monde, dans la région, mais aussi plus loin de notre pays, hors du continent africain. Eh bien, pour parler de ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission le docteur Philibert Gakwenzire. Vous êtes président de l'association des rescapés du génocide Ibuka au Rwanda. Docteur Philibert, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Et nous avons le plaisir également d'accueillir Sehene Ruvugiro Emmanuel. Sehene, vous êtes journaliste expérimenté, passionné pour la justice. Vous avez couvert des procès pour les suspects génocidaires depuis longtemps, depuis l'ancien tribunal d'Arusha jusqu'à maintenant. Sehene, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, avec nous également, Dr Hélène Dumas. Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS. Vous avez aussi écrit sur le génocide commis contre les Tutsis. Je me rappelle votre livre Le génocide au village et puis Essentiel Unitaire, c'est ça? Parfait. Madame Hélène Dumas, bienvenue à cette émission. Bonjour et merci également pour l'invitation. Oui. Nous parlons donc de la poursuite des suspects génocidaires hors du Rwanda. Et à la lumière du procès Sosthène Munyemana qui vient de se clôturer à la Cour d'assises de Paris avec une condamnation à 24 ans de réclusion criminelle. Pour commencer avec vous, Dr Philibert, en tant qu'Ibuka, l'association des rescapés du génocide, comment avez-vous accueilli ce verdict de la Cour d'assises? Nous avons accueilli, d'abord j'aimerais vous remercier de votre invitation et surtout d'avoir programmé cette émission sur la justice en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis, parce que c'est une question à la fois d'actualité, puisque ça s'est passé très récemment, mais aussi une question aussi d'ordre historique, parce que ça se rapporte sur cette justice du génocide commis contre les Tutsis. Mais il faut se rappeler que non seulement 31 ans vient de se passer, mais aussi c'est une question qui nous concerne nous tous. Oui. Alors, du côté des survivants du génocide commis contre les Tutsis, nous avons accueilli cette information avec un offre de soulagement. Parce qu'enfin, on se dit, la justice vient, mais aussi quand on sait combien de tergiversations qui ont eu lieu, alors on se dit, finalement, la justice est venue. Et donc, c'est vraiment une félicitation pour toutes les personnes, les hommes et les femmes qui se sont impliqués pour que ça arrive à un résultat que nous connaissons déjà. Et pour vous, Sehene Ruvugiro Emmanuel, vous avez suivi ce procès, comme d'ailleurs la plupart d'autres procès tenus à la Cour d'assises de Paris. Que représente une telle condamnation du docteur Sosthène Munyemana? Je reviens sur ce que le président d'Ibuka vient de dire, parce que nous, en tant que médias, nous allons auprès des populations pour les mettre au courant de ce qui se passe. Quand la justice a lieu, que les victimes ne sont pas au courant, c'est comme si la justice n'avait pas vraiment eu lieu. On a toujours eu ce sentiment auprès de ces populations, un sentiment de méfiance, surtout avec des pays étrangers, les procès qui ont lieu en Belgique, les procès qui ont lieu en France. Il y a toujours cette suspicion que de par notre histoire avec ces pays, que vraiment ces pays qui ont en quelque sorte une part liée avec le génocide,
que ce n'est pas à eux de rendre justice. Oui. Cette méfiance, aujourd'hui, je crois qu'elle n'existe plus. Quand on va là, ils nous posent beaucoup de questions. Par exemple, avec la France, tous les procès qui ont eu lieu ont toujours abouti à des verdicts de culpabilité et à des peines. Que la moindre est de 14 ans Oui. et la plus lourde est la perpétuité. Donc maintenant, hier je parlais aux victimes, à certaines victimes de Toumba. Voilà, tout le monde est content que justement cette condamnation ait lieu. Un autre message, c'est que le génocide étant un crime imprescriptible, un crime contre l'humanité, c'est que c'est un signal fort pour les génocidaires. Il n'y a nulle part où se cacher, se sentir à l'aise et faire son travail comme si de rien n'était. Il y a toujours cette tâche, cette tare de génocidaires qui court et qui les rattrape finalement. 30 ans après, la justice, qui a le bras long, peut rattraper n'importe qui. Oui. Voilà. Même longtemps après les faits. Mais oui, justement, longtemps après les faits. Docteur Hélène Dumas, aujourd'hui, nous comptons 8 Rwandais qui ont été jugés par la justice française et condamnés pour génocide à des degrés divers. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente 31 ans après les faits? Je crois que tous ces procès sont l'aboutissement, il faut le dire, et je pense que mon voisin vient de l'évoquer, ils représentent un aboutissement à la fois d'un travail de justice indépendant, et c'est aussi ça qu'il faut essayer de faire comprendre, et ce que les avocats de la défense parfois tentent d'avancer. Ils avancent le fait que ces procès seraient des procès politiques, téléguidés par le régime de Kigali, entre guillemets, je reprends leurs mots, alors qu'il faut souligner qu'une cour d'assises française et puis tout le travail d'instruction sont menés par une justice indépendante. C'est un des piliers de l'état de droit, la justice est indépendante. Néanmoins, si le pôle crime contre l'humanité a pu voir le jour, et si des juges d'instruction, si un parquet spécifique, c'est-à-dire des moyens humains et financiers, ont pu être accordés à l'instruction et au jugement de ces dossiers très compliqués pour des magistrats français, c'est à la suite d'une décision politique. C'est à la suite de la décision qui a été prise par Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner de créer un pôle spécialisé pour traiter de ces questions de crimes contre l'humanité et de génocide au tribunal de grande instance, au tribunal judiciaire maintenant, on appelle comme ça, de Paris. Et la France aussi a fait un autre pas et avec cette nouvelle loi qui réprime la négation du génocide commis contre les Tutsis. Tout à fait. Alors cette loi, elle existait depuis 1990, à vrai dire, depuis exactement le 13 juillet 1990, c'est la loi Guesso. C'est une loi qui, au départ, punissait les personnes qui contestaient l'existence de la Shoah, des chambres à gaz. La question du négationnisme de la Shoah était devenue une question qui troublait l'ordre public à l'époque en France. Et cette loi a été révisée en quelque sorte en 2017 après une décision du Conseil constitutionnel. Et cette loi s'étend désormais à tous les crimes contre l'humanité reconnus par des tribunaux à la fois français et internationaux et s'applique également à la question de l'esclavage. Donc aujourd'hui, si vous contestez le génocide des Tutsis, si vous contestez l'esclavage ou la Shoah, vous pouvez être traduit devant les tribunaux. Mais la loi est une chose, son application en est une autre. C'est la jurisprudence. Et là, ce qui est quand même très important de dire, c'est que le 9 décembre 2024, cette jurisprudence a été inaugurée par un premier jugement à l'encontre d'un polémiste, un pamphlétaire qui s'appelle Charles Onana, qui a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. Et c'est très intéressant, je pense que c'est intéressant et important de lire les jugements, notamment en cette matière. Et pour le résumer de manière un peu grossière, aujourd'hui en France, si vous propagez publiquement
la fameuse thèse du double génocide, hein, qui est le masque le plus courant du négationnisme du génocide des Tutsis, eh bien, vous encourez des poursuites pénales et une condamnation. Et docteur Hélène Dumas, vous venez de souligner un élément important. En suivant ces procès à la cour d'assises, il y a des arguments qui sont souvent avancés par la défense, comme quoi ce sont des procès politiques. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'autres narratifs? Les moyens de la défense sont libres. Donc, on ne peut pas... Je dis dans l'opinion internationale en général. Alors, bon, force est de constater, je pense que mes voisins seront d'accord, que ce type d'argument porte court, puisque cet argument revient à chaque moyen de défense dans les 10 audiences qui se sont déroulées, 10 audiences qui se sont achevées sur une condamnation. Donc, vous voulez, ce type d'argument porte vraiment court dans une salle d'audience. Oui. Oui, je crois que en réalité, n'oublions pas que il y a des enquêteurs qui viennent sur le terrain hein, et qui, jusqu'ici, font quand même de bons rapports. Le tout, comme vous le dites, si au bout du tunnel, il y a eu toujours des condamnations, ça veut dire que la cour d'assises ne donne pas crédit à ce que racontent que les avocats de la défense. Et puis, je crois qu'il y a un autre instrument que j'ai remarqué quand je suis venu couvrir le procès Ngenzi wa Rahira, l'absence des médias. Et puis, les balbutiements qu'on observe ici au niveau des médias locaux en ce qui concerne le reportage judiciaire. Maintenant, on s'embarque quand même, mais c'est comme on a l'impression que les médias trébuchent et des fois n'avancent pas, alors que justement avec l'implication directe et vraiment parfaite des médias peut quand même aboutir à ce qu'il y ait une lecture j'allais dire, qui conviennent pour justement ce que vous dites. Docteur Fibé, vous aviez je crois que sur cette question des avocats de la défense qui trouvent l'occasion de propager leurs idéologies de négation, peut-être on peut se référer pour savoir ce qu'on peut faire à une mesure qui a été prise à Arusha. Hein, à un certain moment, peut-être on peut se rappeler bien l'année, et le juge qui s'est dit, si vous commencez à dire que le génocide commis contre les Tutsis n'a pas eu lieu, c'est déjà une autre question que vous avez provoquée et que vous devez être condamné sur ça. Mais avant, on sait que les accusés et leurs défenseurs passaient des mois et des mois à dire que le génocide n'a pas eu lieu au Rwanda. Alors là, peut-être, on peut voir sur ce côté-là, hein, si déjà on peut leur barrer le chemin. Hein, pour ne pas continuer à propager les renégations. C'est en 2006 que... Oui, le 16 juin 2006 précisément. Le TPIR un constat judiciaire. Que le génocide est un fait de notoriété. Il n'y a plus à questionner, à dire n'importe quoi. Il y a bien eu un génocide commis contre les Tutsis. Et justement, comme on fait allusion à ce problème, malheureusement, qui s'observe encore aujourd'hui, du négationnisme et du génocide, peut-être pour commencer avec vous, Emmanuel Sehenero Vugiro, pourquoi cette idéologie du génocide s'enlise même dans la sous-région? Quelle est la genèse de cette idéologie qui, malheureusement, se manifeste toujours? Allons un peu plus loin à la genèse justement de cette idéologie dans les années 80, avec la thèse de la colonisation. Des Amitiques. Oui. Voilà, c'est une histoire qui a commencé à germer dans la région. Les historiens comme le docteur Philibert ont bien se rappellent encore que l'existence
comment on appelle ça encore, au Nord Kivu. Le document qui a été propagé qu'on compare comme les sages de Sion. Pour le protocole des sages de oui, Sion en oui, version, oui, version oui, rwandaise. Oui. Ouais, la version rwandaise ou régionale. Hein. De 1961. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Petit à petit, avec la mobilisation qu'il y a eu ici, avec le génocide, la commission du génocide, la fuite de... Donc même avant le début du génocide ici, il y avait eu cette Oui, idéologie, cette idéologie dans existait. l'ancien Zaïre actuellement. Oui, la oui, RDC. oui. Oui, je me rappelle le Magrivi. Ouais. Le Magrivi au Nord Kivu, les fameux agriculteurs du Nord Kivu. C'était comme une sorte d'association. Oui, une sorte d'association, d'agriculteurs. mais qui en réalité cachait quelque chose justement dans cette idéologie. Comment par exemple, c'est que le président Habyarimana, pour rendre fort son pouvoir, a exporté une main-d'œuvre du Congo, ou du Zaïre de ce moment, et il y a eu par exemple aussi des migrations à partir des préfectures de Gisenyi, Ruhengeri vers le Nord Kivu pour faire quoi? Pour contrecarrer, disait-on, que les réfugiés tutsis qui étaient établis là. Bon, si j'avance un peu, la commission du génocide, les génocidaires qui s'exilent vers d'autres pays, notamment le Congo. Une grande partie vers le Congo. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils se confondent avec les populations locales, en Ouganda, au Zaïre, au Malawi, n'importe où. Voilà, avec cette idée que, justement, ils sont pourchassés par un pouvoir qui n'a d'autre raison d'être que sectaire, hein, n'est-ce pas, ethniste. Voilà, nous sommes poursuivis parce que nous sommes bantous. Donc, bantous, hamites. Les bantous, c'est qui? C'est le Zaïre, c'est le Malawi, c'est... Voilà, il y a quelque chose dans ce sens. Alors, peu à peu, c'est que même les politiciens ont adhéré à la chose. Ils ont adopté ce même langage. Ils ont adopté ce même langage. C'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, avec l'émission le millier de mandats d'arrêt émis contre les présumés génocidaires qui ont lieu, 3/4 sont émis vers les pays de la région. En Afrique. Hein? Tu comprends? Et il faut voir combien ont-ils été extradés, combien ont-ils été jugés. Hein? Ils se sont confondus dans les populations, ils sont protégés. Voilà. Donc, il est difficile aujourd'hui de vraiment disséquer qui n'est pas idéologue du génocide, même parmi les populations locales, parce que voilà, ils se sont mariés, ils travaillent ensemble. Voilà. Donc finalement, la politique a eu un jeu fatal dans la propagation. Oui, on voit donc malheureusement ces suspects génocidaires qui sont toujours libres dans certains pays africains. Et je voudrais vous demander à Dr Fulbert, en tant qu'association des rescapés du génocide Ibuka, comment est-ce que cette association s'implique-t-elle dans la poursuite des suspects génocidaires hors du Rwanda? Mais justement, pour la justice, là, l'association Ibuka et les rescapés du génocide en général, c'est le point de départ pour qu'il y ait vraiment cette justice. D'abord, il y a cette expression de notre côté pour que cette justice ait lieu. Mais lorsque ça commence aussi, on sait très bien que la justice ne peut se faire si les témoins ne sont pas contactés et qu'ils ne témoignent pas de ce qui s'est passé. Oui. Donc, c'est de cette manière-là que nous avons cette soif et que la justice se passe. Mais en même temps, nous sommes contactés de partout, que ce soit en France ou ailleurs. Et à partir du Ibuka au niveau national, nous contactons notre structure vers le district
jusqu'à des personnes qui se trouvent un peu partout dans le pays. Et je me rappelle très bien comment ça s'est passé à propos de Toumba. Hein. Et nous avons eu vraiment tout un travail, en même temps pour certifier ces témoins, pour qu'on sache réellement qu'ils ont cette information, qu'ils ont été témoins oculaires. Et justement, sans témoin, sans Ibouka, rien ne peut vraiment se faire. Donc on peut dire que la voix des rescapés est finalement mieux entendue aujourd'hui? Oui, la voix des rescapés a été toujours attendue, mais ça dépend de quel côté. Hors du Rwanda, c'est là où... Hors du Rwanda également, parce que lorsque ça commence, on sait que c'est incontournable, qu'ils doivent être contactés. Mais on connaît aussi le nombre de personnes qui sont contactées soit par vidéoconférence ou bien qui se déplacent jusque-là. Et on sait que vraiment, il y a aussi beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition de tout le monde pour qu'ils puissent vraiment aller jusque-là. Hein. Oui, docteur Hélène Dumas, vous avez envie de dire quelque chose? Oui, je crois que ce que dit Philibert Gakonziré est vraiment très important, c'est-à-dire que l'importance ici au Rwanda des relais de connaissances d'Ibouka qui sont insurpassables parce que les rescapés se connaissent aux plus petites échelles administratives du pays. Donc ça, je pense que c'est très important. Mais je voudrais aussi souligner le rôle d'une autre association en France sans laquelle, en fait, tout simplement, je pense que ces procès n'auraient pas eu lieu. C'est le collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui est donc dirigé par Alain et Dafrosa Gauthier. Et là encore, c'est important de souligner que c'est une association de victimes qui a porté plainte. C'est pas le parquet, donc c'est-à-dire le ministère public, ne s'est pas tant saisi je crois qu'il y a 1 ou 2 cas où il s'est auto-saisi d'une enquête, mais sinon, c'est les plaintes déposées par le CPPCR et des plaintes qui sont nourries d'enquêtes qui ont permis d'initier donc les instructions et ensuite les procès. Donc je crois que des deux côtés, que ce soit au Rwanda ou en France, l'initiative des victimes, des rescapés du génocide est essentielle essentiel pour que ces procès existent tout simplement. Et toujours avec vous, docteur Hélène Dumas, vous avez suivi, et d'ailleurs vous avez témoigné dans 13 procès en France et en Belgique, et comme témoin de contexte. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez que dans l'opinion publique française ou belge, cette histoire du génocide commis contre les Tutsis est mieux perçue aujourd'hui avec ces procès? Alors, c'est une question difficile. Je parlerai pour ma part de la société française que je connais un petit peu mieux que la société belge. Oui. Je ne sais pas si c'est par le biais de ces procès, mais il me semble que depuis une dizaine d'années, on va dire des améliorations très importantes ont eu lieu. Les mentalités ont évolué? Oui, et je crois qu'il y a une chose très importante, c'est évidemment les conséquences, les effets du fameux rapport Duclerc sur le rôle de la France au Rwanda et le discours du président de la République Emmanuel Macron ici à Gisozi en 2021. Sur le plan politique, ça a changé, mais depuis 2020, et c'est lié à tout ce processus, l'histoire du génocide des Tutsis est entrée officiellement dans les programmes d'histoire des classes de l'équivalent de la dernière année du secondaire et à telle enseigne que cette année, dans l'équivalent de l'examen national en France, les élèves, pour leur examen d'histoire, ont eu à travailler notamment sur un discours du président Kagame sur les Gacaca. Donc, je crois que c'est aussi par ces biais-là. Et je voudrais juste ajouter par rapport au procès, même si aujourd'hui c'est très difficile de mesurer leur impact sur la manière dont la société française pourrait ou non connaître l'histoire du génocide des Tutsis, il me semble qu'il faut dire que ces procès sont enregistrés. Oui. C'est suite à la loi qu'on appelle la loi Badinter de 1985 qui autorise la captation filmée des procès dits historiques. Donc toutes les audiences de la cour d'assises
sont enregistrées. Oui. Et elles sont à la disposition des chercheurs. Donc il y a aussi là une potentialité, si vous voulez, de mieux connaître et de faire connaître l'histoire du génocide commis contre les Tutsis. Que je peux ajouter quelque Oui. chose à partir d'un fait vraiment très simple, mais pour moi très significatif, la cour d'assises où le jury populaire, donc la justice rendue par le peuple, hein, et pour le peuple, au nom du peuple, a toujours abouti à des condamnations. Dans tous les procès, il y a eu Oui, condamnation. oui. Que j'emprunte quelque chose que Madame Hélène Dumas a dit après le procès Ngenzi Barahira. Ces procès sont des procès Donc, écoles. pour rappel, ce sont des anciens bourgmestres de la commune de Kabarondo, Kabarondo, à l'est du Rwanda. Et ces procès sont des procès écoles. Tout le monde apprend. Et à mon sens, quand les témoins de contexte, quand les experts exposent ce qu'ils savent du Rwanda, ce qu'ils savent du génocide, tout, les jurés qui sont ici du commun des citoyens, des enseignants, des médecins, des soudeurs, de quoi, hein? Ils sont là, ils comprennent, et puis, au bout du tunnel, à la fin du procès, ils sont convaincus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont conscients que le génocide a bien eu lieu, qu'un tel y a trempé, et que, voilà, il doit être condamné. Pour moi, c'est une perception purement positive qui montre en général que, voilà, les gens ont commencé à comprendre. Oui, Alors, effectivement. oui, Si je docteur reviens Fubert. sur cette question d'opinion publique, que ce soit dans la société française ou belge, si je reviens un peu sur la société belge, justement, quand on attendait de venir ici, nous avons discuté sur la diffusion de ces procès. Et pour bien remonter l'opinion, sensibiliser la population européenne sur les personnes qui sont avec eux. Lorsque Bassabo Setoa-Irwa ont été condamnés, vraiment, il y a eu un beau travail qui a été fait. Alors je me suis rappelé comment Bassabo s'est passé sa vie juste au boulevard Léopold II, à Bruxelles. Il faisait son commerce, tout le monde passait à côté de lui. Mais sans toutefois qu'il a vraiment eu des actes monstrueux dans une société comme la nôtre et que de l'autre côté, il est considéré comme un simple citoyen, comme quelqu'un qui est normal. Alors je me suis dit, finalement, c'est la société belge qui devait vraiment se condamner. Je trouvais que c'est scandaleux qu'ils ont vécu avec quelqu'un pendant 28 ans, à côté de lui donnant des services à la normale. Alors, justement, je me dis que c'est à nous, finalement, de faire le retour en arrière. Et comme nous avons déjà des documents bien détaillés, des témoins de toutes parts, et qu'il faut vraiment montrer que la société a vécu avec des personnes qui ne devraient pas avoir la peine d'être avec eux, et que justement, on peut faire croître cette sensibilité, cette opinion publique. Et alors, avec vous, CNE, vous avez couvert beaucoup de procès pour génocide. Et quelles sont les difficultés que vous avez pu relever dans l'organisation, la tenue de ces procès qui se tiennent très loin du Rwanda et encore plus de 3 décennies après les faits? Quels sont les défis, les difficultés que vous avez pu relever dans ces procès? Une difficulté d'abord professionnelle, n'est-ce pas? Dans une audience, vous y allez, vous parlez avec Jean Damascène. Jean Damascène, vous adressez la parole à Jean Damascène. Jean Damascène
est du côté des partis civils, hein? Philibert, qui est du côté de la défense. Ah, je m'excuse pour... Non, il faut donner notre exemple. Ne vous voit pas d'un bon œil. Oui. Vous comprenez? Mm. Comment maintenant faire pour que tout le monde ait confiance en vous? C'est tout un jeu. Oui. Il suffit, on apprend à être sportif, on apprend à être juste dans ce que l'on dit, dans l'information que l'on diffuse, et il faut faire montre d'impartialité et en accordant la parole à toutes les parties. Avec ceci, c'est une difficulté. En général, la partie défense n'est pas vraiment très bien disposée des fois, la plupart des cas, à accorder des interviews aux journalistes, surtout quand ils viennent du Rwanda. Ouais. Vous comprenez? Donc, quand un journaliste vient du Rwanda et qu'il va faire son reportage dans un procès à Paris ou à Bruxelles, Oui. on vous perçoit déjà comme envoyé par le président Kagame. Vous comprenez? Alors, c'est encore une sorte de gymnastique. Comment s'arranger pour avoir maintenant... Les deux parties. Oui, oui. C'est... Mais là-dessus, vous avez suivi ces procès également, Dr Hélène Dumas, vous avez suivi ces procès. Si on voit, par exemple, on tourne en arrière, on voyait que à l'ancien tribunal d'Arusha, des fois des témoins étaient pris à partie. Est-ce que de telles scènes peuvent se produire à la cour d'assises? Ils sont plus protégés par on va dire le système de droit qui prévaut donc en France, où il n'y a pas en principe de contre-interrogatoire des avocats de la défense, même s'il y a certaines questions qui sont posées par les avocats de la défense qui peuvent parfois s'assimiler à des contre-interrogatoires. Mais le président ou la présidente de la cour d'assises est tout à fait en droit d'intervenir, puisque c'est elle ou lui qui dispose de la police de l'audience. Et si un avocat de la défense, moi ça m'est déjà arrivé de m'adresser au président en demandant à ce que l'avocat ou l'avocate de la défense cesse de me poser la même question 10 fois. Et là, en général, il intervient. Donc c'est un système plus protecteur. Voilà, un système de règles procédurales plus protecteur. Mais je pense qu'il y a deux choses qu'a dit mon voisin qui sont très, très importantes, me semble-t-il. C'est qu'on a l'image d'un procès comme d'ailleurs, la disposition de l'espace est conçue de cette manière, l'image d'un procès qui est nécessairement impartial. On a cette fameuse image de la balance, de la justice. Et comme journaliste, mais aussi comme témoin de contexte, même appelé par le procureur, on est censé être neutre. Voilà. Sauf qu'on se rend très vite compte, lorsqu'on met un pied dans la cour d'assises, qu'on est pris par les enjeux agonistiques de combat dans le procès. Et on est d'autant plus pris dans ces enjeux que de l'autre côté, du côté de la défense, eh bien, il y a une crispation terrible. Alors, ils reconnaissent quand même le génocide du bout des lèvres. J'imagine qu'ils ont fait un gros travail avec leurs avocats, au moins là-dessus. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'ils reconnaissent le génocide, c'est le « oui, mais ». Et alors là, se déroule toute la thèse... Ils vont inventer un discours alternatif. Toute la thèse, en fait, la thèse principale, c'est de dire oui, mais le régime de Kigali tue aussi, manipule les témoins. Donc tous les témoins que vous allez entendre ici qui vont accuser notre client sont des témoins manipulés par le régime, etc. Et donc, voilà, ce qui me semblait intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'on a beau... essayer d'assurer l'impartialité, la neutralité par les lieux, par notre éthique professionnelle. Cette image voilà. On est pris dans les enjeux. Oui. Et toujours avec vous, Dr Hélène Dumas, comment évaluez-vous alors l'impact du témoignage des survivants du génocide dans ces procès en France et surtout là où vous avez témoigné plusieurs fois? Alors, peut-être on pourra en discuter aussi avec mes voisins. Le procès auquel j'ai
plus assisté, c'était l'appel des deux bourgmestres de Kabarondo, Octavien Genzi et Tito Barahira. Et j'étais frappée pendant l'audience d'appel, en particulier avec une femme présidente. Peut-être que ça a aussi une influence sur la manière dont l'audience a été menée avec les femmes rescapées, qui ont pu venir à la barre, présenter des photos de leurs disparus, qui ont pu raconter leur expérience du génocide en dehors de toute intentionnalité judiciaire, c'est-à-dire juste. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi des moments, alors je ne sais pas si on peut généraliser à toutes les audiences, mais des moments qui débordaient complètement le cadre judiciaire et qui laissaient la parole aux rescapés du génocide, non sans quelques maladresses, évidemment, sans des manières de... Je me souviens toujours lors de cette audience d'un tueur qui était venu témoigner et qui en se retournant pour aller dans le public, avait voulu s'asseoir à côté des rescapés. Évidemment, il y avait eu un mouvement d'effroi et il avait été de l'autre côté. Mais si vous voulez, il y a aussi des dissonances parfois, mais il m'a semblé que la parole des rescapés, de manière générale, était plutôt bien accueillie par les juges. Docteur Philippe, vous êtes aussi historien, chercheur également. Et qu'apportent ces procès à la documentation du génocide par rapport à certains qui tentent encore de nier le génocide commis contre les Tutsis? Oui, c'est une autre source de plus. Vous savez, Hélène Dumas peut en parler davantage et qui a travaillé sur les procès Gacaca et ailleurs. Mais aussi, ce n'est pas elle seulement. Vous savez, nous avons d'autres chercheurs comme... Okunela, qui a travaillé sur les procès d'Arusha. Mais on sait que vraiment la justice alimente davantage l'histoire. Et bien que, même si les méthodologies ne sont pas les mêmes, mais le matériau qui est produit par les procès doit être bien conservé, mais aussi, comme nous l'avons déjà dit, être mis à la disposition du public, à la fois scientifique, et que tout le monde, parce que c'est vraiment... Et d'ailleurs, si je pars de la question que vous venez de demander à Hélène Dumas, lorsqu'un témoin survivant est devant la justice, il se sent avec un peu de force qu'il est soutenu. Il essaie vraiment d'aller au-delà de lui ou d'elle-même pour donner cette information. Et cette information, la plupart du temps, c'est vraiment unique. C'est comme les témoignages qui sont donnés lors de la commémoration. C'est vraiment unique. C'est dommage de se surpasser. Oui, s'il pose une question 2 jours après, il n'aurait pas vraiment assez de courage. Il faut que ça soit bien conservé et que ça soit bien diffusé. Et on sait que le rapport entre la justice et l'histoire, le juge et l'historien, c'est vraiment un rapport bien connu et que l'un est en soutien avec l'autre. Et alors, je reviens à vous, docteur Hélène Dumas. En tant qu'historienne, comment éviter ces risques actuels de réécriture ou de manipulation de l'histoire du génocide commis contre les Tutsis? Je pense que je peux inscrire dans le prolongement de ce que disait Philibert Gakwenzire, qui est très important, effectivement, la constitution de corpus archivistique. Alors, peut-être que ce qui serait intéressant à l'avenir, c'est d'essayer de nouer des partenariats avec les archives nationales françaises qui détiennent ces archives de ces procès pour qu'elles puissent d'une certaine manière aussi bénéficier au public rwandais ici, d'autant que la plupart des témoins s'expriment en Kinyarwanda, donc il y aurait aussi avec la langue une familiarité plus grande. Donc ces archives, les archives qui sont ici, parce qu'il y a des archives rwandaises qui sont utilisées dans les procès en France, donc il y a déjà des dialogues à l'échelle du travail judiciaire. Mais à mon avis, c'est l'exploitation de ces corpus. Alors il ne suffit pas d'avoir des corpus d'archives, encore faut-il qu'il y ait des chercheurs et des chercheuses pour les faire vivre. Et qu'elles soient effectivement accessibles, ouvertes. Et voilà. Et je pense que le travail d'histoire, le travail de fond, évidemment, vous me direz que je plaide pour mon propre camp, mais que ce travail de fond, de recherche, d'histoire et de diffusion de la recherche scientifique, je pense que ça c'est très important aussi, de pouvoir s'exprimer sur des médias aujourd'hui comme YouTube ou des plateformes Twitch, etc., permet aussi de diffuser le savoir scientifique. Mais ça, à mon avis, l'éducation
au discours historique et à la vérité historique, c'est à mon avis un des moyens par lesquels on peut acculer le discours négationniste. Oui, effectivement, il faut savoir que le génocide, c'est un acte aussi qui se documente davantage après les faits. Oui. Avant, ce qui est dit, il se dit déjà en programmant cette négation. Alors, s'il n'y a pas de justice, et si on ne considère pas des archives judiciaires, il y a vraiment tout un vide. Il faut vraiment les traquer, les trouver un peu partout, quelle que soit la taille, quel que soit l'aboutissement de ce procès. Chaque fois, ça sert vraiment à un historien. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle on assiste à de nouvelles formes de négationnisme qui apparaissent chaque jour. Et il y a ce risque donc de manipulation, mais aussi de désinformation. Et je reviens à vous, Seyné Rouvoudjiro-Emmanuel, en tant que journaliste expérimenté, est-ce que les médias ont un rôle à jouer là-dedans? Pardon? Pour lutter contre la désinformation et cette manipulation qui change de forme. La justice fait son travail, les historiens font leur travail. Que font les médias pour relayer leur travail au commun des citoyens? Parce que c'est auprès de ces citoyens, justement, qu'il faut endiguer cette propagation de l'idéologie. Je crois qu'avec la nouvelle ère de la digitalisation, il est temps pour les médias, pour les professionnels des médias, de voir comment s'adapter professionnellement avec un contenu vraiment impartial, un contenu purement professionnel, avec le digital. Et pour accéder davantage à la population. Ça vous regarde, ça me concerne, ça nous concerne tous. Les historiens, bien sûr, la justice, faites travailler les médias, et puis les médias, c'est un appel à être disponible pour ça. Oui. Et là, vous soulignez un élément important. Aujourd'hui, tout le monde fait usage des réseaux sociaux et on voit que ce sont les nouvelles plateformes où pillent ces sentiments de négationnisme. Je ne sais pas, du côté de l'association des rescapés du génocide Ibuka, Dr Phibert, est-ce qu'il y a un travail que vous menez dans ce sens? Pensez à contrer ces négationnismes propagés facilités par le développement de la technologie des réseaux sociaux surtout. Effectivement, ce que Ibuka fait ne se limite pas aux rescapés seulement. C'est plutôt même au-delà de notre groupe pour aller dans la société sur la question de réflexion, d'une information qui est diffusée. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se font, mais aussi ce que nous voyons aujourd'hui, c'est question de voir ce que nous recevons comme information, ce que nous lisons, qu'est-ce que nous attendons, comment nous pouvons le juger. On peut même partir sur les journaux qui se passaient dans les années 90. Aujourd'hui, je me rappelle bien, ça pouvait passer de main à main. Et c'était toute une idéologie ethnique qui se passait. Et tout le monde pouvait vraiment en lire sans toutefois savoir quelles seraient les conséquences. Alors, nous partons de ces cas qui nous ont conduit au génocide. Et pour dire non, cette fois-ci, nous devons vraiment être responsables de ce que nous disons, être responsables aussi de ce que nous lisons et prendre une position. Hélène Dumas peut vous parler des historiens dans la société, le rôle que nous devons faire, être éveillés. Ce que nous disons en fait, être éveillés, avoir une sorte de vigilance. Et des fois, on fait attention d'utiliser des termes qui ont été aujourd'hui entachés. Abusés, oui. Abusés. Mais cette fois-ci, dans le bon sens, pour la société, pour l'humanité, pour dire il faut vraiment agir. On ne doit pas vraiment laisser passer comme ça n'importe quoi. Hein. Si vous lisez, il faut analyser, il faut agir, il faut contrecarrer cette propagation. Alors là, nous, en tant que rescapés, nous ne pouvons pas le faire seuls. Il faut vraiment partir avec tout le monde, avec toute la société,
que ce soit la société rwandaise ou bien la communauté internationale. Et, Hélène Dumas, comment contrer cette désinformation et cette manipulation, malheureusement, qui s'observe aujourd'hui? Alors, je dois avouer que je ne suis pas du tout une utilisatrice des réseaux sociaux, donc je ne connais pas du tout leur mode de fonctionnement. Donc, je serais je ne suis pas de réponse technique. Oui, mais en tant qu'historienne, quand même, les historiens ont un rôle à jouer là-dedans, contrer la désinformation. Oui, je pense qu'on a effectivement un rôle social, un rôle civique à jouer, même s'il faut le relativiser, parce que je pense qu'on n'est pas comme des influenceurs avec des milliers de followers sur des comptes que personne ne connaît pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut essayer d'adapter aussi notre savoir académique à ces plateformes. Et il y a, par exemple, sur des plateformes comme Twitch ou d'autres types de plateformes il y a des influenceurs qui ont des contenus historiques. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être sollicité pour des contenus sur l'histoire du génocide des Tutsis. Et ça, je pense que on se doit de participer à la diffusion du savoir scientifique sur ce type de médias qui, voilà, qui font un très bon travail de documentation, qui mettent en valeur la parole des scientifiques, donc qui crédibilisent le discours contre tout un tas de fake news et d'histoires de propagande, d'histoires vraiment d'arrière-cour, quoi. Et vous, justement, vous êtes dans ce monde de la recherche. Est-ce qu'au niveau international, si nous prenons ce qui vous touche directement, la société française, est-ce qu'il y a des intellectuels, des chercheurs qui s'intéressent davantage à connaître mieux l'histoire du génocide et commis contre les Tutsis? Je dirais oui. Pour peut-être avoir aussi une note positive, c'est que j'ai, de manière très, très factuelle, je pense que Philibert, qui a des liens aussi avec la France et la Belgique, peut-être confirmer ce que je dis ou l'infirmer, mais j'ai le sentiment que les jeunes, français ou pas d'ailleurs, mais qui font leurs études en France, témoignent d'un intérêt grandissant pour l'histoire du génocide des Tutsis. Alors je le perçois de manière très concrète par les inscriptions en master que je dirige, les co-directions de thèse, et aussi à la fin de l'année scolaire, lorsque les jeunes gens qui passent le baccalauréat, c'est-à-dire l'examen national, nous contactent pour faire leurs épreuves sur l'histoire du génocide des Tutsis. Donc je dirais que voilà, il y a au moins cette jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à cette question. Et avec vous, Emmanuel Séhéné, vous avez couvert ces procès pour génocide qui se tiennent en France. Est-ce qu'avec le rythme actuel de cette justice française, et surtout, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de juger les suspects? On nous dit qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de dossiers qui attendent devant la justice française. Alors, avec ce que vous avez observé, est-ce qu'il y a lieu vraiment d'être optimiste, que tous les suspects seront jugés? À l'impossible, nul n'est tenu. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté depuis 2018 cette volonté politique à juger les présumés génocidaires et que le travail va bon train jusqu'à aujourd'hui. Avec Hélène, on disait il y a quelques instants que l'année prochaine, il y a 2 procès. Il y a deux procès en vue. Il y a également, comme tu le disais, des dossiers latents. Beaucoup. Ouais. Il faut reconnaître certains défis. Il faut reconnaître que il y a des commissions rogatoires. Hein? Pour les enquêtes, oui. Oui, pour les enquêtes, qui doivent descendre. Et c'est le gouvernement français qui engage de l'argent. Oui. Hein? L'argent qui va dans le budget des enquêtes, dans la couverture de ces procès en général, l'organisation. Et les procès de cour d'assises qui coûtent
extrêmement oui. cher. Un C'est- procès, c'est environ 1 million, 1,5 million d'euros par, oui. audience. Euh, C'est considérable. que la mobilisation des jurés, hein, voilà, des citoyens ordinaires qui, pour Ils un sont certain mobilisés temps, pendant plus de mois. plus Oui. de mois, sont là et ils sont payés. Hein, pas pour ce qu'ils font, Non. non, pas pour ce qu'ils font au niveau de la cour d'assises, mais si ce sont des agents du gouvernement et leur salaire est toujours versé, n'est-ce pas? Oui, oui, mais ils ne sont pas payés, ils sont défrayés en quelque Oui, sorte. oui, voilà. oui. Et voilà. Donc, ce défi financier est en quelque sorte une sorte de limite à l'organisation de plusieurs procès dans une année, par exemple. 2, 3 procès, d'accord, on en reste là. Bon, ensuite, est-ce que vraiment quelque chose qui est évoqué au cours des procès, même actuellement, on sait que les victimes du génocide, pour certains, ils commencent à se réveiller aujourd'hui pour parler, pour dire ce qu'ils ont vu. Peut-être que s'il y a un procès dans 10 ans, un autre se sera réveillé pour se sentir maintenant capable de dire ce qu'il a vu, n'est-ce pas? Ou alors, à l'inverse, les témoins disparaissent. Oui, oui. Ou alors, si le témoin est toujours vivant, d'accord, mais il peut disparaître en même temps et avec lui son témoignage. Encore que, voilà, cela s'est passé avec Bassabossé, cela s'est passé avec Kabouga, peut-être qu'il y en aura d'autres. Les présumés génocidaires également vieillissent. Donc, vraiment, je crois qu'avec le rythme actuel, l'essentiel pour nous, c'est cette volonté de juger, Et ce mais message qui est donné au... s'attendre à ce qu'on juge tout le monde, là, vraiment, pour moi, ce sera impossible. Et là, peut-être, on s'achemine vers la fin. Une question à vous tous. Docteur Philibert Gakwenzire, pourquoi est-il si important de juger, même à l'étranger, plus de 3 décennies après le génocide commis contre les Tutsis? Pourquoi est-il si important de juger à l'étranger aussi? Oui, il faut juger en fait un génocide partout où il est, n'importe où, dans n'importe quel pays, que ce soit au Rwanda ou ailleurs, mais pas seulement ça, mais aussi pour donner aussi cette leçon à cette humanité. Parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité au plus haut niveau, et donc ça concerne tout le monde. Et justement, il doit être condamné là où il est, mais aussi il faut que chaque État s'implique davantage. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin également. Il faut aussi réfléchir sur les pays voisins où rien ne se fait. Donc, effectivement, il faut que chaque État s'engage à condamner les génocidaires qui se trouvent sur le sol. Docteur Hélène Dumas, aimons là-dessus. Pourquoi est-il si important de juger, peut-être pour donner son message, mais aussi pour l'histoire? Oui, pour l'histoire, ça nous fait très égoïstement des sources, mais au-delà de l'anecdotique, je pense que ce qui me frappe beaucoup quand on assiste à ces audiences de cour d'assises, c'est l'impunité dans laquelle se vivent encore les accusés. Et cette justice, elle vient tout d'un coup mettre un point d'arrêt, ou en tout cas objectiver le fait que cette impunité, c'est terminé. Quand on sait, par exemple, que le docteur Sostène Munyemana a fait des procès à toutes les associations de rescapés en France qui le mettaient en cause, et qu'il a vécu finalement assez longtemps en toute impunité. Il y en a même certains autres accusés qui ont obtenu la nationalité française. Et là, on leur dit, ce temps-là, il est fini. Et je crois que c'est très important. Et parmi les arguments qui étaient avancés par sa défense, le docteur Sostène Munyemana disait qu'il le présentait comme
et un très bon médecin qui faisait bien son travail. On peut être très bon médecin et avoir participé au génocide. Et justement, c'est ce que les avocats des partis civils ont montré dans leur plaidoirie. Il y avait très bons médecins nazis aussi. C'est pas une défense. Oui, il y en avait, oui. Ah oui. Je peux ajouter un petit rien. Oui. Avec une anecdote de mauvais goût peut-être, vers les années 2003-2004, peut-être même avant 2002, on rencontrait très souvent avec médias, sociétés civiles, dans la région des Grands Lacs, donc c'était le Congo, la RD Congo, le Burundi, le Rwanda, et puis fin de fin, ça s'est étendu à l'Angola, et voilà. Les Congolais pouvaient dire vraiment à haute voix que le FDLR, que les génocidaires, il n'y en a pas chez eux. Alors on leur a dit, voilà, c'est au pied du mur que l'on connaît le maçon. Venez voir chez nous le mémorial de Kigali. Venez à Narama, à Murambi, visiter tous ces mémoriaux. Alors vous allez comprendre qui vous avez abrité chez vous. Et bientôt, ils vont violer vos femmes, vos enfants, ils vont vous tuer. Vous comprenez? Ils se sont regardés. Et peu après, ils se sont dégourdis. Ils ont dit, mais ça commençait déjà à avoir lieu. Hein? Ils nous tuent, ils violent, il faut du n'importe quoi. Donc, ça veut dire quoi? Le génocide, crime contre l'humanité, vous avez donné refuge au virus, à un virus dans votre maison. Soyez sûr que ce virus va vous exterminer vous-même. Donc, crime contre l'humanité, pourquoi ne pas le juger partout où le génocidaire se cache? Et puis une autre chose, vous disiez que chaque pays devrait, c'est au niveau des politiciens, avec la justice, de voir comment faire adhérer la justice de tous les pays, peut-être, à ce principe de compétence universelle, à ce que justement, que chaque pays adopte ce principe et qu'il puisse juger tous les criminels de droit international, hein, qui se cacheraient chez eux. Voilà, il y a certains pays qui vont... voilà, il faut que tout le monde comprenne. Et moins d'une minute pour chacun, Dr Ndima et Dr Philbert. Et nous parlons de ces procès qui sont organisés en France surtout, très loin du Rwanda, et alors qu'un grand nombre de mandats qui ont été émis sur le continent africain, rien n'est fait. Et un mot pour terminer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que aussi en Afrique il y ait cette prise de conscience du danger que présentent ces suspects génocidaires qui sont libres dans leur pays? Moi, je crois qu'il faut réfléchir sur ce qu'on peut appeler une diplomatie judiciaire pour inventer ce que nous pouvons faire pour rattraper le temps qui est perdu, que ce soit en France et ailleurs, mais aussi dans nos pays voisins, pour que justement on se dit, on fasse une évaluation du travail qui nous reste. Ça, je pars d'une question que vous avez posée au départ. Oui. Alors, on peut évaluer le travail qui nous attend, et en même temps, on peut planifier en conséquence. Mais ça dépendra de notre travail, du travail de tous les États, comme je disais, mais il faut vraiment qu'il y ait cette sensibilité, cette sensibilisation. Oui. Docteur Ndima, pour clore l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prise de conscience dans nos pays africains? Je dirais que le premier pays africain peut-être à être l'objet de cette sensibilisation sur ce type de procès de compétence universelle, ce serait le Rwanda. Et il me semble que ce qui manque, et d'ailleurs c'est heureux que vous fassiez cette émission aujourd'hui, mais c'est un retour d'expérience de cette forme de justice au Rwanda, pas seulement auprès des victimes, évidemment, même si ce sont les premières
on va dire, le premier public auquel s'adressent ces procès, mais à l'ensemble de la société rwandaise et aussi à la jeunesse rwandaise, parce qu'il y a des leçons d'histoire à tirer. Donc je pense que ce serait intéressant de réfléchir à des moyens de faire revenir ces procès au Rwanda. Oui, et voilà, c'est par là que nous allons clore cette émission. Merci à nos invités, Dr Philbert Gakwenzire, président de l'Association des rescapés du génocide Ibuka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Seyne Ruvugiro Emmanuel, journaliste passionné pour la justice, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Et à vous également, Dr Hélène Dumas, vous êtes historienne, chercheuse, directrice de recherche, c'est ça, au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à vous toutes et tous, mesdames, messieurs qui avez suivi cette émission, merci de suivre la télévision rwandaise. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Majuscule Propos.